Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui de la semaine 30. Je voulais juste reposer ma voix rapidement après l'enregistrement de l'épisode précédent. Ça fait 3 heures. Écoute, on va dire que ma voix est bien reposée. J'en ai profité pour faire à manger, pour manger et pour avoir les yeux qui brûlent à cause des oignons. Mais ouais, hein, c'est mon pouvoir magique, c'est pour ça que c'était cool d'avoir enregistré dès mon arrivée à la maison. Mais quand je commence à rien faire, j'ai la flemme de m'arrêter, comme dirait l'autre. Et ouais, ça me pose pas mal de problème, je crois. Parce que je comptais pas faire une pause aussi longue, mais bon, bah écoute, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai traînassé, j'ai fait mon repas, c'était bon. Et voilà, on est parti. J'ai pas grand chose de plus à dire, vu que j'ai déjà parlé de ce qui s'était passé pendant ces 3 semaines où j'ai rien fait. Dans l'épisode précédent que j'ai enregistré tout à l'heure et que vous avez dû voir il y a quelques jours. Et tant mieux, ça fera un épisode court, pas beaucoup d'intro, seulement 4 œuvres à traiter. Et on est parti dès maintenant. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode et ce que vous avez découvert récemment. Bon visionnage! Et on commence directement par mon œuvre préférée de la semaine. C'est fou de se dire, après 73 volumes de Kingdom, qu'on peut encore tomber sur un volume qui me plaît énormément, qui apporte des nouvelles choses en termes de bataille ou en termes de sujets autour de la guerre et de la conquête de la Chine. Et c'est bien. C'était agréable, le rythme de 4 volumes tous les 2 mois qu'il y avait pendant le rattrapage des 60 et quelques premiers volumes. Mais j'aime bien aussi ce format-là, d'avoir 2 volumes tous les au moins 6 mois, du coup. Ça fait des grands temps, mais en même temps c'est pas dérangeant parce que c'est très marquant et qu'on est assez loin dans la série pour être dedans, connaître les personnages et les actions globales. Ça m'avait manqué sans que je m'en rende compte et c'était un retour très appréciable. On a d'abord le droit à une promotion de Chine. C'est pas sa première, c'est sans doute pas sa dernière. On prend, ça ne vaut pas grand chose de plus, mais c'est un petit bonus cool. Derrière, on a un grand plan social hyper intéressant et 100% inédit dans le manga, puisque le pays de Kin, donc le pays principal, a perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de courage et beaucoup d'énergie dans la guerre qu'ils ont perdue contre Zhao, et ils aimeraient se remettre en selle rapidement pour pouvoir détruire des petits pays, récupérer des informations et des hommes et de la motivation dedans avant de repartir en guerre. Et pour ce faire, ils essayent de créer un grand plan social et politique pour recruter du monde et trouver des idées pour battre des armées facilement. C'est trop intéressant à voir, niveau réflexion politique et idéologique. Ça tourne autour de 3 piliers, et les 3 sont prenants et différents de ce qu'on a vu jusqu'ici. Vous devez vous en douter, j'en parle assez souvent. Je suis un grand fan de préparation et des arcs politiques de Kingdom. Je pense que mes préférés de mémoire, c'est ceux qui traitent de Ryo Fui. Parce que c'est full politique, c'est full confrontation idéologique entre lui et Sei, et c'est trop intéressant. Et ouais, là on a une énorme préparation de guerre pour au final jouer tout le départ sur du pur bluff et essayer de capturer un petit pays avec le moins de pertes d'hommes possible pour pouvoir repartir en bonne et due forme contre Zhao, leur vrai gros ennemi. C'est trop intéressant de voir une guerre être traitée autant à la légère, parce que t'es obligé de l'imaginer différemment quand ton but c'est de gagner comme d'habitude, mais en faisant vraiment aucune perte. J'aime beaucoup tout le passage dans la première ville qu'ils capturent et où ils essayent de cohabiter.
Parce que oui, c'est un sujet qui va arriver sur la table. C'est bien de récupérer les pays par la guerre, mais derrière, comment tu gouvernes ça? Est-ce que tu écrases toutes les cultures, quitte à te créer des ennemis au sein même de tes terres? Ou alors tu réfléchis ensemble en gardant les têtes pensantes des deux pays, en gardant des idées des deux pays, en essayant de se comprendre, s'appraisant mutuellement. Et c'est trop intéressant de voir ça être mis en place pour la première fois. Une ville pacifiée, les civils, qu'on voit quasiment jamais, des règles communes, c'est trop intéressant. C'est un volume très marquant pour moi, parce qu'il est plein de nouvelles idées, ce qui est très agréable à voir après 74 tomes. C'est pas tous les mangas qui continuent d'avoir toutes leurs idées à ce moment-là. Et surtout, bah, il y a plein de bons sentiments, c'est hyper humain, il y a beaucoup de politique et de social, qui sont mes éléments préférés en général et dans Kingdom aussi. Donc pour moi, ben, c'est un tome sans faute. Et justement, derrière, j'ai lu le volume 75 de Kingdom, et il écope d'une note plutôt moyenne. Alors, son défaut principal, c'est de passer après le 74e volume qui est excellent, mais c'est pas tout. Parce qu'on a la conclusion de cette cohabitation, mais c'est très rapide, et c'est concerne pas le gros ce volume, mais c'est plus dans le précédent. Tout ça pour partir dans une guerre qu'on a quand même plutôt déjà vue, il n'y a pas de grosses nouvelles idées, et donc bah, ça en fait quelque chose de moins intéressant, de moins mémorable. Dans le pays adverse, il y a deux grands généraux très importants, mais ceux-ci sont arrivés en étant extrêmement balèzes, extrêmement reconnus, extrêmement célèbres, puis n'ont jamais eu affaire à la moindre guerre, parce que leur petit pays de Han est un pays pacifié depuis un bon moment en son sein, et qui n'est allé dans aucune guerre parce qu'il est trop petit. Donc on en a deux qui sont très forts instinctivement, mais qui n'ont jamais pu faire la guerre, contre quelques généraux de Qin, qui eux sont pleins d'expérience. Ça c'est la petite thématique un peu sympa entre les grands chefs. Derrière, on a quelques trucs cool autour du personnage de Tu et de la princesse adverse. C'est pas commun de voir la royauté être mis en avant aussi. C'est souvent juste les généraux et pas grand chose d'autre. Et donc ensemble ils sont mignons et surtout ils sont pertinents. Parce que ben tout là met face aux conséquences de la guerre. Tu vois, c'est eux qui décident de la guerre, qui décident des grands plans, mais ils sont souvent assez loin des conséquences. Ils envoient leurs petits hommes au loin, ça gagne, ça perd. Mais ouais, l'emmener sur le champ de bataille pour qu'elle voit à quoi ça ressemble des hommes en guerre, qu'elle voit un peu de sang et tout, c'est pas mal. Et derrière, ben, bataille classique et déjà vue, que j'ai déjà oublié au plus haut point, ce qui est assez terrifiant. Parce qu'il y a des pièges et des jeux de troupes, évidemment, dans le but de viser les 4 généraux principalement, donc les deux adverses, Tu et Shin. Donc les 4 tournent un peu autour, ils sont des petits pièges de tous les sens. Ceux de Qin se font malmener pour je ne sais plus quelle raison, en sacrifiant, sans le vouloir, quelques hommes importants, ils arrivent à tenir sacrément bien parce qu'ils sont tenaces. Mais ça raconte pas grand chose de plus. Et c'est une grosse partie du volume, malheureusement. C'est pour ça que ça lui fait perdre quelques points. Et qui lui fait perdre surtout un peu de place dans ma mémoire. Ensuite, j'ai vu la saison 2 de Doctor Who, de Disney+. Je pense que j'ai mis une meilleure note qu'à la saison 1, que j'ai quand même un peu mieux apprécié globalement du coup. Je pensais pas être comme ça, mais le fait que le final soit un peu moins décevant et qu'on parte sur une meilleure note, ça a aidé. J'ai rien de particulièrement négatif à dire dans les 7 premiers épisodes. Donc, c'est-à-dire tous ceux avant le final, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, le compte était pas bon, mais j'avais oublié l'épisode de Noël. Donc, celui de Noël et les 6 premiers.
me plaisent bien. Il y a beaucoup de belles idées, de trucs qu'on n'a jamais vus. Genre Monsieur Ringeding qui est trop cool. Euh, un gros attentat politique à l'Eurovision. Un épisode très centré sur la culture des personnes de couleur. Un épisode un peu goofy de présentation avec des robots. Et je crois qu'au final, c'est le troisième que je retiens le moins. Alors qu'il y a le retour d'un ennemi qu'on a déjà vu, mais je le trouve du coup un peu moins marquant et un peu moins différent. Et l'épisode de Noël est très mignon aussi. Et au final, il y a pas mal d'éléments que je retiens. Soit dans les idées de base, soit dans la façon où c'est amené, soit dans les personnages. Et pourtant, il reste quand même quelques points faibles. Le personnage de Belinda, donc la compagne de cette saison du Docteur, est assez vide, on va pas se le cacher. Déjà, elle apparaît pas des masses. Elle est pas dans l'épisode de Noël. Sur les 6 premières, le final, elle est dans 5, vu qu'il y en a un où c'est que sur Ruby. Et dans les 2 finaux, elle partage l'affiche avec beaucoup de monde, donc elle est un peu effacée. Et ce qui en fait un personnage assez vide. Elle veut rentrer chez elle. Elle le dit au début de l'épisode. Et ça disparaît. Et après, elle raconte rien. Et à la fin, elle veut être maternelle, sans que ça sorte de nulle part. Et ouais, il manque des trucs autour du personnage, donc il est pas spécialement intéressant. Ruby était pas très poussé non plus, mais c'était plus attachant, je trouve. On a pas mal de teasing et d'éléments qui mènent à rien, ou du moins à assez peu, notamment autour de la préparation des différents adversaires, qui souvent semblent terrifiants, semblent préparer un gros truc, et qui mènent à se faire avoir en 2 secondes et demie sans avoir eu le temps de pousser très loin. Donc petit problème de construction globale. Et surtout, le focus trop poussé sur Poppy à la fin, alors que ça sort un peu de nulle part et que c'est juste un petit bébé parmi tant d'autres dans le 2e épisode de la saison 1. C'est assez étrange. Donc je trouve ça bizarre que le focus switch autant sur ce personnage-là d'un coup sans prévenir avec censé être grand sens. Mais je trouve ça plutôt bien fait. Et le propos autour est plutôt cool. Parce que les personnages ont un énorme cœur et sont prêts à tout faire, à mettre beaucoup de choses en danger pour sauver quelqu'un dont ils ont même plus connaissance de l'existence. C'est plutôt cool et plutôt bien trouvé, et plutôt dans l'esprit du docteur. Autre petit souci que j'ai, c'est que malgré toutes ces belles idées dans tous les sens, c'est souvent assez peu poussé ou beaucoup trop facile. Genre, dans l'Eurovision, il reste 3 personnages vivants parmi tous ceux qui étaient présents dans le stade. Il y en a une de la même espèce spécifique que celui qui attaque et qui peut donc le comprendre et lui parler un peu plus facilement. Il y en a un qui maîtrise absolument tout ce qui est informatique, qui peut tout gérer, et un qui est médecin et qui gère parfaitement la situation aussi. Et ça, ouais, dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu en sauver plus, et ça aurait partagé un peu les connaissances, et pas juste faire, bon, il y en a 3, ils sont exceptionnels. Même si dans l'idée, on peut se dire que ça aurait pu être n'importe qui, le docteur aurait réussi quand même, parce qu'il est comme ça, il tire le meilleur des hommes en présence pour sauver tous les autres. Finalement, ouais, en parlant, je mets un peu de l'eau dans mon vin. Qui dilue son vin? Au final, il y a globalement du mieux, sauf sur la compagne, qui se fait complètement manger par Ruby. Aussi, je trouve ça étonnant qu'il y ait autant de rappels aux classiques, parce que dans les grands méchants finaux, c'est encore des personnages des classiques qui reviennent. J'ai pas vu les classiques, donc je les connais pas, donc ça me fait rien de les voir de retour. Et comme je l'ai dit, niveau méchant, c'est très vite traité une fois qu'ils sont au pouvoir. Donc ils sont limités et j'en retiens pas grand chose de ces persos. Et malgré le fait que c'est pas mes saisons préférées, ni celle-là ni la précédente, je trouve ça dommage de ne pas voir la conclusion de cette trilogie de saisons. Ncuti Gatwa méritait une conclusion. Il méritait qu'on aille au bout de tous les sujets qu'on a teasés au cours de ces 2 saisons, notamment Suzanne, purée de pommes de terre. À voir comment la série ira, maintenant qu'elle est loin de Disney à nouveau. Mais bon,
Même si elle a des moments de faiblesse, même s'il y a des parties que j'aime moins, ça reste une série doudou que je suis depuis un petit moment maintenant. Parce que j'ai dû me mettre à jour sur les saisons de Jodie Whittaker, genre pendant la première, un truc comme ça peut-être. Après avoir rattrapé Eccleston, Tennant. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai mélangé avec Tennant? Mais du coup, non. Smith et Capaldi. J'ai vu tous les épisodes qu'une fois. Donc il y en a que j'ai plus du tout en tête et ça me manque peut-être de les regarder un jour. Mais ouais, série de cœur, série doudou. Ça fait plaisir de la retrouver malgré ses baisses de forme. Mais en vrai, les épisodes se regardent bien. Ils sont fluides, ils sont énergiques, ils sont cool à voir. Et après, tu réfléchis, tu fais bah. Il n'y avait pas de personnage. Et c'était fluide parce que c'était facile. Manque des petits trucs, ouais. C'est bien, mais un poil trop lisse encore. On s'en rapproche. Et enfin, aucun sens, mais j'ai découvert la saison 1 et unique saison de Moot Moot au hasard de mes recommandations YouTube. C'est fait par Eric et Ramsey, avec les voix de Eric et Ramsey, à peu près à l'époque des Rats, qui est quand même plus populaire et qui est quand même plus connu. Je pense qu'il vous parlera plus que Moot Moot. Je vais pas en dire grand chose, parce que c'est une série découverte au hasard, humoristique, avec juste une famille de moutons très dysfonctionnelle. Le père est sur Bocon, la mère est une chaudasse, le fils est dépressif et suicidaire, et la fille est globalement plutôt normale, on va dire. Et il y a une grosse ribambelle de personnages autour qui sont assez particuliers aussi. Ça marche bien, c'est plutôt rigolo. On a quand même le droit à quelques conséquences d'un épisode à l'autre sur les 13 épisodes que contient la saison. Ça doit être 13 ou 15. Ça dénonce pas mal de sujets, dont certains qui ont un peu vieilli. Hein, genre, oh là là, le rap qui arrive, bof bof. Avec évidemment Diams dans la série. Ça parle d'IA, ça parle de révolution sociale dans une usine. Ça parle de moult choses que j'ai oubliées totalement, parce que ça reste des gags. Il n'y a pas de l'accueil de réfugiés par hasard ou des trucs comme ça. Il y a plein de sujets traités, avec pas mal de dénonciations. Et autour de tout ça, il y a du racisme de fou. C'est l'humour de Ricky Ramsey de l'époque, qu'ils ont voulu faire dans la vidéo Squeezie Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, là, avec ton on fait l'accent. Parce que les moutons racisés, ils ont des sacrés accents racistes, une catastrophe. Finalement, je trouve pas ça mémorable, parce que j'ai fini par devenir un grand garçon. À peu près, quoi, j'ai bientôt 25 ans, on va dire. Alors on peut être un grand garçon en âge, mais un petit bébé dans la tête, mais là je crois pas. Je m'égare, je crois. Et même si du coup ça m'a pas marqué parce que je suis un poil trop grand maintenant, je pense que j'aurais adoré suivre ça à l'époque où j'ai découvert les Rats et où je regardais pas mal de dessins animés avec mon frère sur Gulli et on passait des belles soirées. J'ai pas grand chose à en dire de plus hein, finalement. C'est vivant, c'est joli, c'est rigolo. Il y a pas mal d'idées sur les mouvements ou les tailles des personnages pour essayer de jouer un peu et s'amuser du médium. Mais bon, voilà. Ça casse pas trois pattes. Un mouton. Et ben voilà. On a enregistré 2 épisodes ce soir. J'en ferai pas 3. Je sens que même si je me repose longtemps, là c'est un petit moment, j'ai enregistré que 20 minutes et je le sens à nouveau. Donc mollo la gorge, on enregistrera la suite plus tard. Maintenant, on passe en mode montage et mise en ligne. Et vous devrez avoir les 2 épisodes d'ici la fin de semaine, je l'espère. On verra bien quand est-ce que ça sortira. Et j'espère enchaîner assez vite sur la suite maintenant que je me relance. Histoire qu'on se mette vraiment à jour à un moment. Et qu'on ait un vrai rythme hebdomadaire, agréable pour vous, pour moi, et pour tout le monde. En tout cas, avec cet épisode, nous avons traité du 21 au 27 juillet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dans cet épisode, à me parler de trucs que vous avez découverts récemment, à me dire si vous allez bien, bien évidemment. On se retrouve prochainement pour l'épisode de la semaine 31 de la lumière pop de la semaine.
Inch'Allah en live à un moment quand je serai à jour sur ces conneries. Et à un autre moment sur internet. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À bientôt.